dans nos sociétés, qui sont des sociétés ouvertes, des sociétés relativement vulnérables, des sociétés où les médias, le relais média est extrêmement important, le terrorisme reste une arme au rendement assuré. Voilà. Donc il ne disparaîtra pas, quels qu'en soient les motifs. Bon. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Yo, c'est Jules pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce format d'interview débat œil pour œil. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Philippe Hayet. Philippe Hayet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler aujourd'hui de renseignement, puisque après avoir travaillé à divers postes au sein du ministère des Armées et du ministère des Affaires étrangères, vous avez, entre 2000 et 2006, été directeur adjoint de la collecte et de l'analyse du renseignement à la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, le service de renseignement extérieur français. Et puis, vous enseignez également à Sciences Po et avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Nous sommes donc aujourd'hui là pour en parler. J'aimerais commencer par une question sur l'image du renseignement, puisque vous écrivez, vous enseignez sur le renseignement, et qu'on a vu récemment sortir notamment une série, Le Bureau des légendes, qui a eu un grand succès en France. On a des chaînes YouTube, Talks with a Spy par exemple, qui parlent de techniques de renseignement ou qui essayent de diffuser ça. On a des interviews d'anciens agents sur des chaînes comme Thinkerview, dans des livres qui parlent, qui passent à la télé. Quelle est l'image du renseignement ? Quelle image le renseignement doit-il avoir ? Et comment jugez-vous la transmission au sujet du renseignement ? C'est vrai qu'il y a une transformation très forte, comme vous l'avez noté, de l'image du renseignement dans notre pays. Alors, c'est une transformation. D'abord, on part d'une situation avec handicap, si je puis dire, puisque le renseignement, si dans la génération de vos parents, de vos grands-parents, était une image assez floue, assez faible, et plutôt négative, plutôt dépréciative, puisque le renseignement, c'était quelque chose on ne sait pas très bien à quoi ça sert, les méthodes sont de faible réputation, peu honorables, et donc voilà. Et puis, on avait, sur le plan de l'histoire politique de notre pays, une succession de casseroles, si je puis dire, comme l'affaire Dreyfus, le renseignement y était mêlé, l'affaire Ben Barka, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais au milieu de la Ve République, du mandat du général de Gaulle, l'enlèvement d'un homme politique marocain par des gens proches des services et son assassinat, il faut bien le dire, jusqu'au Rainbow Warrior, dans les années 80, ce fiasco, cette action qui avait été conduite par la DGSE, déjà, pour éliminer Greenpeace dans le Pacifique, qui s'intéressait aux essais nucléaires français. Et le service action, Jacques Faucard en Afrique Voilà. également. Donc il y a une tradition qui est assez lourde, assez pesante, assez négative. Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce climat. Et pourquoi ? Évidemment, le premier facteur, avant de parler de fiction, c'est le terrorisme. Nous sommes dans un cycle depuis 25 ans. Le terrorisme est aussi vieux que l'histoire, mais un cycle qui nous conduit à être tous conscients de ce qu'est la menace du terrorisme islamiste, transnational, qui a frappé à plusieurs reprises notre pays, selon des cycles qui remontent au moins aux années 80, mais enfin, en tout cas, considérons que notamment la génération à laquelle vous appartenez est plus ou moins consciente de ce qui s'est passé depuis le 11 septembre 2001, avec ses suites, attentats en Europe, au début des années 2000, et puis je vais vite, affaire Mera de 2012, et les attentats dont tout le monde a la mémoire, spécialement en ces jours, que sont les attentats de Charlie Hebdo, janvier 2015, du Bataclan en novembre 2015, et de Nice, et quelques autres aussi en 2016. Donc voilà, donc les Français sont conscients que c'est une menace, les autorités n'ont pas manqué de le rappeler, et que les services de renseignement, pas seuls, sont là, renseignement et sécurité, pour lutter contre ces menaces, en tentant de prévenir les attentats, et si on n'y arrive pas, en s'efforçant d'identifier les responsabilités sur le territoire national, et évidemment hors de nos frontières. Bon. Ça, c'est la conscience. On sait assez clairement, me semble-t-il, à quoi sert le renseignement, même s'il ne sert pas qu'à ça, et on y reviendra peut-être. Bon. Alors après, il y a évidemment, l'être humain étant ce qu'il est, il n'est pas simplement, en déplaise à Descartes, un roseau pensant, il est fait d'émotions, et je crois que l'émotion qui a été portée, notamment dans votre génération, par les attentats des années 2015-2016, et on le voit bien dans les établissements d'enseignement supérieur d'ailleurs où j'enseigne, a été très forte et a conduit à prêter une génération à avoir un intérêt autre qu'intellectuel, où je vois à peu près ce que c'est, et finalement à s'engager, d'ailleurs, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Et puis la fiction, en effet aussi, nous aimions bien rêver, imaginer, il y a une part, on peut pas le nier, le secret appelle le mystère, le renseignement est une affaire secrète,
C'est son principe même. Bon. Et donc, forcément, autour du renseignement reste une espèce de mystère. Vous faites allusion au Bureau des légendes, qui est une série qui porte sur un des services français, la DGSE. Vous l'avez regardé ? Qui prétend, oui, je l'ai regardé, et qui prétend donner une approche réaliste, objective, par rapport aux pantalonnades, au SS 117, J'aime me battre. Il y a aussi une communication des agences de renseignement, des responsables politiques, et quelque chose d'extrêmement important en France, parce que nous sommes assez tardifs dans cette prise en compte, c'est que les autorités politiques françaises, ça n'est pas rien, ont, à partir des années 2008-2009, considéré que le renseignement était une affaire honorable et que le président de la République pouvait en être le tuteur direct, puisque ce que je vous disais sur le contexte entre les Français, les autorités et le renseignement en France au cours des décennies passées, je pense aux décennies antérieures aux années 2001, pour prendre cette limite, faisait que les autorités politiques, et c'est très établi, avaient du mal à interagir avec le renseignement, avaient du mal à le reconnaître, avaient du mal à le piloter. Le contexte a changé. Pour aller vite, ce sont là aussi les attentats, les grands attentats en Europe de 2004 et 2005 qui ont conduit un certain ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy en 2006 à se dire il y a un sujet, je pense qu'il avait un certain sens politique, et à s'emparer en tant que ministre de l'Intérieur du renseignement. Puis, quand il a été élu président de la République, a considéré que, en gros, comme le disait Louis XIV, non pas l'État c'est moi, mais le renseignement c'est moi. Et donc a assumé une fonction de pilotage, une fonction d'autorité, et donc a porté ce qu'ont fait tous ses successeurs, jusqu'au président actuel, le renseignement au plus haut niveau. Puisqu'aujourd'hui, on a auprès d'Emmanuel Macron, auprès de l'Élysée, un coordinateur national du renseignement qui est M. Laurent Nunez actuellement. Oui. C'est le successeur déjà d'une série un peu longue, puisque la fonction de coordonnateur national du renseignement auprès du président de la République a été posée en 2008-2009, donc ça date de cette prise en compte, de cette prise de conscience. Et ce qui est intéressant avec l'autorité que vous citez, Laurent Nunez, c'est que pour la première fois, on a donc un haut fonctionnaire, certains ont été diplomates, d'autres non, mais qui a eu un rang ministériel dans ses fonctions précédentes, comme vous le savez, en tant que secrétaire d'État à la sécurité publique. Et donc c'est aussi poser un rang. Il n'y a pas de ministre du renseignement en France, et je ne suis pas sûr qu'il soit souhaitable qu'il y en ait un, mais on a là un personnage qui prend d'une certaine manière, par rapport à ses estimés prédécesseurs, plus de place, qui n'hésite pas, c'était le cas dans la presse d'hier, de donner de grandes interviews. Il communique beaucoup, c'est aussi un signe. Alors évidemment, sur les menaces, c'est précisément, il communique principalement, puisque c'est le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. C'est la nouveauté qu'Emmanuel Macron a posée en 2017. Il communique beaucoup sur la situation terroriste et sécurité. Quelle est l'actualité de la menace terroriste aujourd'hui en France ? J'ai une question que je pense beaucoup d'interlocuteurs, enfin de téléspectateurs ici se posent. Combien d'attentats en France sont déjoués chaque année ? Alors, moi, je n'ai pas d'éléments particuliers parce que je suis un spectateur engagé, je suis à l'extérieur des services, donc je ne suis pas, évidemment, monsieur Nunez qui s'exprimait sur ce sujet. Mais la situation terroriste, pour la résumer, d'abord, elle persiste. Ça n'est pas parce que nous n'avons pas connu d'attentats majeurs, massifs, depuis quelques années que la situation a disparu. En nombre de morts, en tout cas, mais il y a eu des choses assez marquantes, des faits, Samuel Paty. Bien sûr, tout à fait. Mais enfin, d'attentats massifs au sens d'attentats de masse, donc comme le Bataclan par exemple. Je crois que le terrorisme ne disparaîtra pas. Le génie est sorti de la bouteille. Il fait partie de l'histoire humaine depuis très longtemps, depuis des millénaires. Et dans une société telle qu'elle est aujourd'hui, dans nos sociétés qui sont des sociétés ouvertes, des sociétés relativement vulnérables, des sociétés où les médias, le relais média est extrêmement important, le terrorisme reste une arme au rendement assuré. Voilà, donc il ne disparaîtra pas, quels qu'en soient les motifs. Alors après, ce qui change beaucoup, donc la menace ne disparaît pas. Deux, elle évolue. Évidemment, c'est le propre d'une menace de se transformer. Nous sommes moins les lieux qu'étaient l'Afghanistan ou l'Irak ou la Syrie comme des lieux magnétiques qui attiraient pour le djihad un certain nombre de volontaires européens. Je ne parle que de l'Europe, qui donc commettaient des actes terroristes, tramaient des actes terroristes depuis ces théâtres lointains, revenaient éventuellement pour les commettre sur le territoire national. C'est tout l'objet des affaires judiciaires liées aux attentats, aux grands attentats que j'ai cités. Tout ça s'estompe un peu. Pourquoi ? Parce que ces lieux, pour des raisons qui sont liées à des actions militaires qu'ont conduit les États qui étaient menacés, deviennent moins favorables à ces auteurs d'attentats, à ces groupes terroristes. Et aussi parce que, il faut bien le dire, le terrorisme prend une dimension
endémique, mais surtout domestique plus forte. C'est ça la bascule. Ça n'est pas le propre de la France, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux États-Unis. Et donc on a aujourd'hui, alors qu'on était face à une menace que j'ai qualifiée de transnationale à titre principal, islamiste transnationale, on est aujourd'hui sur une menace qui est plus située dans nos communautés. Communautés dont les motifs de recours au terrorisme sont très divers, qui devient moins centré sur l'islam, il faut dire les choses. Je ne reviens pas sur la question du séparatisme, mais vous voyez bien par exemple que l'actualité du terrorisme, notamment en Allemagne, pour prendre un pays qui est très proche, revient sur la question de l'extrémisme de droite notamment. Bon, ce sont des sujets que la France connaît aussi, les extrémismes politiques, la violence politique, bon, ça n'est pas non plus complètement nouveau. Et donc voilà, donc c'est un phénomène qui se transforme, ce qui veut dire que la posture des services est obligée de s'adapter, que la manière dont les services interviennent, la communauté des services, puisqu'il y a plusieurs services de renseignement en France, bien sûr, et donc ils travaillent ensemble, c'est une équipe en quelque sorte, sous l'autorité du coordonnateur national au renseignement, doit s'adapter. Mais que par ailleurs, le rôle du renseignement, dans cette lutte contre le terrorisme, doit également évoluer. Parce que autant la prévention d'attentats qui étaient projetés à distance, que ce soit en Afghanistan ou en Irak, appelait un type d'action et finalement une certaine solitude des services qui pouvaient aller chercher, prévenir, identifier les auteurs, ceux qui projetaient des attentats. C'était clairement les services de renseignement et actuellement assez bien le service de renseignement extérieur. Bon, aujourd'hui, nous sommes revenus, nous jouons à domicile, si je puis dire, et surtout, vous voyez bien que le phénomène, et il y a certainement des gens plus qualifiés que moi pour en parler, le phénomène du terrorisme est quelque chose qui se dissémine, qui relève de ce qu'on appelle la radicalisation. Ça se passe dans les prisons, ça se passe dans les écoles, ça se passe dans un ensemble de quartiers de nos villes, et donc c'est pas le renseignement qui va être la réponse unique à cela. J'ai cité, outre l'administration pénitentiaire, l'éducation nationale, les services sociaux, les collectivités territoriales, voilà. Donc tout ça pour dire que, alors une fois qu'on a dit ça, puisque vous m'interrogez sur les menaces, la réalité, c'est que la menace terroriste, pas simplement de point de vue apparent et optique, se relativise dans l'échelle de nos menaces. Et ça, c'est aussi un constat que pas seulement la France, mais tous les gouvernements font. C'est le cas, c'est le cas également des réflexions qui ont lieu au sein de l'OTAN. La nouvelle stratégie américaine de M. Biden est assez explicite la semaine dernière sur ce point. Le terrorisme ne disparaît pas. Il faut garder une posture tout à fait vigilante face au terrorisme, mais on assiste à la fois au retour de menaces un peu traditionnelles, qui sont les menaces de la puissance, les menaces d'États, qui sont des États qui, a priori, ne sont pas des démocraties et qui ne veulent pas forcément du bien aux démocraties que nous représentons. Bon. Et puis des formes nouvelles, c'est pas juste le retour de l'histoire, des formes nouvelles que sont évidemment des actions cyber, par exemple, qui pèsent au quotidien sur la collectivité nationale. Il y a plein de sujets là, effectivement, sur lesquels j'ai envie de rebondir. Déjà, c'est intéressant, je trouve, qu'on aborde la question du terrorisme en France en le dissociant uniquement du prisme islamiste, puisque c'est une association qu'on fait beaucoup, parce que Mohamed Merah, parce que les frères Kouachi, parce que 2015-2016. Mais il y a également des atteintes et des cellules d'extrême droite, comme vous en parlez. Bien sûr, bien sûr. Et puis la France est le pays où existait Action Directe ou des mouvements de cette nature. Donc il n'y a pas de... Encore une fois, l'histoire est là pour nous expliquer qu'il y a des choses qui reviennent avec des formes nouvelles. Et puis sur les menaces, c'était l'une de mes questions. Est-ce qu'on n'a pas perdu justement, en se focalisant sur la menace terroriste en France, une hauteur de vue et un recul sur des menaces de plus long terme peut-être On voit l'émergence de la Chine, qui est un acteur qui n'a pas les mêmes valeurs que nous et donc qui ne joue pas avec les mêmes règles. Or, dans un match, quand on joue à domicile ou à l'extérieur, en général, c'est plus facile si on a les mêmes règles. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, a parlé récemment d'une œuvre millénaire du Parti communiste. Ils sont dans une dynamique très long terme. La Chine, on fait quoi Écoutez, la Chine, c'est l'éléphant dans la pièce. En fait, c'est une puissance, on pourrait parler de la Russie aussi, bien sûr, c'est une puissance ascendante, dans un système, là, on est sur une trajectoire civilisationnelle, on est sur une tectonique des plaques qui est très lourde, bien entendu, il faut en prendre acte, c'est ainsi, ça relève plus de l'analyse politique, et on peut y mettre ce qu'on veut, vos grands classiques, Huntington, le clash des civilisations, etc. Bon, très bien. Bon. Là-dessus, si vous voulez, d'abord, c'est pas renseignement de donner le là, c'est aux communautés nationales, c'est aux autorités politiques, c'est aux experts universitaires, académiques, d'analyser ce qui se passe. Mais prenons l'exemple de la Chine, effectivement, qui, par certains aspects, peut rentrer dans la catégorie des menaces. Il ne faut pas non plus être angélique. Bon. Ce serait trop simple si ça n'était qu'une menace. La Chine, que je sache, n'est pas sur le point de
commettre un attentat sur notre territoire contre nos intérêts, ou bien nous agresser d'une manière ou d'une autre. La Chine est dans... Non, mais la Chine, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, mais je vais revenir très vite au renseignement, c'est que typiquement, on est là sur quelque chose qui est ambigu, qui est masqué. C'est un comportement, les cartes, le jeu chinois n'est pas un jeu totalement transparent, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on peut le dire encore une fois de la Russie. Et nous allons devoir, nous, démocratie, nous, États européens, nous, Occident, vous appelez ça comme vous voulez, bon, nous allons devoir vivre dans une relation avec la Chine, qui est une relation extrêmement complexe, voire schizophrénique, qui est faite de coopération. Nous avons évidemment des intérêts communs, de compétition, parce que voilà, c'est aussi la vie des nations, que des entreprises, etc. Nous sommes en compétition en Afrique ou ailleurs avec la Chine, bon, mais aussi l'affrontement. En effet, la force n'est pas absente, il n'y a pas eu de clash, mais chaque fois qu'un bateau français va en mer de Chine, on sent que montent des réactions, c'est le cas actuellement, en disant vous n'avez rien à faire ici, etc. Et un jour, il peut y avoir un incident, j'espère que ce ne sera pas contre nos intérêts directs, mais parce que la Chine voudra marquer sur ce qu'elle considère, à tort par rapport aux conventions internationales, comme son territoire. Bon. Vous voyez, donc une relation qui est très composite, très ambiguë. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une politique de défense, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une diplomatie active, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une aide au développement qui vise à contrer les sornettes parfois du discours chinois, notamment en Afrique noire. Ce qui me paraît important, c'est de disposer des éléments d'appréciation pour juger ce qu'est le comportement d'une puissance qui compte pour notre avenir et qui ne dit pas ce qu'elle fait. On n'est pas dans la transparence. Et donc, les États qui disposent d'une capacité de renseignement qui permettent sur la Chine, sur la Russie, sur des puissances fermées, sur l'Iran éventuellement, nous sommes en période de négociation, de nouveaux cycles de négociation, de comprendre les enjeux, de savoir réellement ce qui se passe derrière le rideau, derrière les secrets, ont un avantage. Quel est le rôle du renseignement dans l'analyse du Covid, notamment sur les sources, les origines chinoises éventuellement, et également sur l'affaire des Ouïghours? Est-ce que la France cherche à obtenir des renseignements sur ces sujets? Alors, j'en sais rien. Et c'est différent. Les deux sujets Covid et Ouïghours sont assez différents. Sur le Covid, si vous voulez, alors le renseignement est utilisé parfois comme un mécanisme de réassurance. Les informations circulent. Les médias n'ont pas manqué sur un sujet aussi important, des commentaires, des experts, etc. Et vis-à-vis des autorités, le renseignement peut être mobilisé, sollicité pour dire c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le virus est parti d'un laboratoire auquel la France a contribué à Wuhan? Bon, ça, je ne sais rien, puisqu'il faudra attendre quelques décennies pour savoir ce qu'ils ont dit ou pas dit. Bon, mais ils sont dans cette logique, parfois de devoir réassurer, préciser. Bon, alors après, si le renseignement n'est pas un grand angle, c'est un tel objectif. Vous mettez le focus, à condition de pouvoir le faire, d'avoir un peu de préavis, etc., sur un sujet. Et donc, encore une fois, si les autorités demandent au renseignement français de vérifier l'origine et notamment l'intention théorique, est-ce que on peut fantasmer, mais est-ce que ce virus est né d'un projet humain ou pas, délibéré, d'une volonté de nuire ou pas, c'est évidemment le renseignement qui peut tenter de le faire. Alors après, pour le reste, c'est vrai que le renseignement n'est pas là pour prédire les catastrophes naturelles, n'est pas là pour prédire... Il est là pour essayer d'informer sur les comportements humains derrière. Ça vaut pour le changement climatique, ça vaut pour l'immigration clandestine. Voilà, quels sont les comportements, comment se comportent les États? Est-ce que c'est délibéré? Est-ce qu'ils s'en accommodent? Est-ce qu'il y a une complaisance? Est-ce qu'il y a des trafics de migrants, des trafics sur le climat, voilà. Alors sur les Ouïghours, c'est assez différent. Les Ouïghours, c'est un sujet, donc c'est une population dans l'Empire du Secret, donc en Chine, au Xinjiang, et il ne vous a pas échappé que c'est un sujet à la fois important, puisqu'on débat au Conseil de sécurité des Nations Unies, dans chaque pays, de savoir si on est dans un génocide ou pas. Le terme est débattu actuellement, tout le monde n'en est pas convaincu d'ailleurs. Bon. Or, l'information sur ce sujet... Elle est fermée. Elle est fermée parce que justement, les diplomates occidentaux en Chine ne peuvent pas se rendre au Xinjiang. Les journalistes, vous le savez, étrangers et chinois a fortiori, ne peuvent pas communiquer là-dessus. Et donc, on a une boîte noire. Et donc, on va demander au renseignement de tenter, avec ses moyens, avec ses capacités, quelles qu'elles soient, humaines, techniques, etc., d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe réellement au Xinjiang. Quelle est la situation dans les camps?
Quelles sont les relations entre quelle est la dimension économique de l'exploitation de cette population, quelles sont éventuellement les entreprises qui bénéficient internationales de cette population captive. Voilà, donc des choses qui sont des choses assez précises, et donc ça s'appelle dans le monde du renseignement des orientations, et donc les autorités, on peut imaginer que sur un sujet pareil, les autorités donnent des orientations au service pour recueillir une information fiable, précise, dont elles font un usage notamment pour éventuellement condamner, négocier ou communiquer. J'aimerais parler un petit peu également de renseignement en France, en démocratie. Edward Snowden, il a rendu un service à la France ? Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire les choses comme ça. Pourquoi ? Parce que Edward Snowden, dont les allégeances sont toujours encore non démontrées. Hein. Vous savez où il est, vous savez comment il a agi. Donc, voilà. Donc, c'est oui, en Russie. C'est passé par Hong Kong. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit un allié lui-même de la France. Toujours est-il que. On peut se protéger des États-Unis si voilà. C'est pas Hong Kong en Russie. Non, mais toujours, oui. Mais toujours, est-ce qu'il faut se protéger des États-Unis ? Bon, est-ce qu'on ne peut pas avoir un débat démocratique aux États-Unis ? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les mécanismes qui existent dans les administrations pour lancer des alertes si on estime que des limites ont été franchies de la part de telle ou telle administration ? Bon, on peut discuter de ça, mais je ne suis pas là pour faire un jugement moral sur Snowden. En revanche, on ne peut pas considérer que par les fuites dont il était l'auteur et dont l'objet a été la NSA, National Security Agency, la grande agence de renseignement technique américaine, qui donne le sentiment d'avoir été en pilotage automatique. Hein. C'était sous le président Obama et Trump n'y est pour rien. Mais bon, donc il y a un sujet derrière. Et encore une fois, est-ce qu'au total, Snowden n'a pas joué un rôle utile, j'allais dire, dans l'histoire du renseignement de la démocratie ? Ça, on peut en débattre. Toujours est-il que ce n'est pas un allié de la France, parce qu'en affaiblissant la NSA, en affaiblissant les États-Unis, le renseignement américain, car il a affaibli en 2013, pendant quelques années, le renseignement américain, il ne nous a pas rendu un service, parce que je me permets de rappeler que nous sommes encore dépendants des États-Unis et qu'il existe une grande coopération en matière de renseignement américain et français, ne serait-ce que pour déjouer des menaces terroristes, ne serait-ce que pour conduire nos actions au Sahel. Nous ne pourrions pas conduire nos actions aujourd'hui au Sahel si on n'avait pas un appui des renseignements américains et accessoirement de la NSA. Voilà. Vous dites encore, c'est qu'on essaie de s'en détacher ? C'est que l'objectif du renseignement, c'est d'être autonome. Je crois que c'est le principe d'une puissance. C'est d'ailleurs en lui-même je viens de le dire, par exemple sur les Ouïghours, c'est un instrument d'autonomie. La réalité, c'est que nous sommes encore dépendants d'un certain nombre de partenariats. Les partenariats ne disparaîtront pas, ils sont essentiels, mais il faut bien reconnaître que, notamment sur le plan technique, parce que nous n'avons pas investi peut-être suffisamment tôt par rapport à la prise de conscience du renseignement, nous devons encore dépendre d'un certain nombre d'alliés. On parle des États-Unis, on entend souvent que le dernier étage de l'ambassade américaine à Paris serait truffé de capteurs, puisqu'ils sont dans le 8e arrondissement, place de la Concorde, et qu'il y a l'Élysée pas loin, etc. Comment on gère l'espionnage potentiel des ambassades étrangères en France ? Est-ce qu'on feint de ne pas le voir parce qu'on fait la même chose à l'étranger ? Je crois que on est dans des zones grises. Les choses ne sont pas blanches donc, ou noires. En matière d'enseignement, on a l'habitude de dire, j'ai parlé d'alliés à l'instant, mais qu'il n'y a pas d'amis. Il y a peut-être des ennemis, mais même les ennemis, vous voyez, si la Chine n'est pas un ennemi, enfin du point de vue du renseignement, et en tout cas c'est mon point de vue personnel, nous avons besoin de coopérer avec la Chine sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun. Et donc, ces comportements que vous décrivez, d'espionnage, ce qu'on appelle friendly spies, d'espionnage entre alliés, d'espionnage entre amis, sont vieux comme l'histoire. La France, dans les années 30, avant-guerre, écoutait à Paris les ambassades alors italiennes, allemandes, on peut penser que des Allemands, mais aussi britanniques, américaines, etc. Donc ça n'a pas suffi, en tout cas, ça n'a pas suffi. Ça a peut-être apporté quelques éclairages, mais ça n'a pas suffi. Bon, ce qui montre que le renseignement ne fait pas l'histoire tout seul. Mais ces comportements donc existent, donc ça s'appelle de l'espionnage. Hein. Il y a donc des services qui sont chargés du contre-espionnage pour vérifier les comportements des uns et des autres. Vous citez les ambassades, il n'y a pas que les ambassades, hein, ça peut être des instituts culturels, ça peut être ce que vous voulez. Bon, et je crois qu'il faut rester dans des limites. C'est-à-dire que c'est un jeu entre adultes. Bon, il faut considérer que ce serait presque une faute technique, sinon politique, de ne pas le tenter, mais que aller trop loin, et je reprends l'exemple qui a été dévoilé par Snowden, est-ce que les Américains avaient besoin d'écouter le handy, le portable de Mme Merkel ?
Hein. Bon, là, clairement, ça ne s'est pas fait depuis l'ambassade américaine à Berlin, mais voilà, il y a des limites. Et donc, c'est un peu ça. Quand la France fouille dans les poubelles américaines dans les années 90 pour chercher des secrets technologiques et économiques, etc., est-ce qu'on va au-delà d'une sorte de tentative minimale? Est-ce que c'est une vulnérabilité américaine et on a profité de cette vulnérabilité? Toujours est-il que ça a été dévoilé, qu'on se fait taper dessus et que je crois que la France a arrêté de le faire. Vous voyez, donc voilà. Donc on est dans un jeu qui est un jeu, ça c'est le propre, qui est un jeu froid, qui est un jeu, alors certains pourraient dire cynique, hein, les États sont des monstres froids, mais qui fait que pour préserver les intérêts nationaux, on utilise toutes les cartes qui sont possibles. Alors évidemment, c'est un jeu où on peut se faire prendre. Nous avons expulsé, nous en France, puisque vous êtes sur les États-Unis, à plusieurs reprises, des diplomates américains, y compris le chef de poste de la CIA. J'ai entendu Vladimir Poutine qui, dans le cas de l'affaire Skripal, sans mentionner son nom, parlait de la traîtrise comme l'un des pires crimes, ou le pire crime même qui soit. Pourtant, il accueille Edward Snowden à Moscou. Oui, si vous voulez, on est dans une... Poutine est une incarnation du cynisme. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des arguments d'ordre moral avec lui. Snowden a objectivement servi, sans pouvoir prétendre de ma part qu'il est l'instrument de la Russie ou d'une autre puissance, il a objectivement servi les intérêts de la Russie que d'affaiblir la puissance américaine. On est dans un contexte des conflits dégelés, des tensions en Ukraine, etc. Snowden, c'est cette période-là. Donc ça a quand même entravé les capacités techniques, ça j'en suis sûr, des agences de renseignement américaines pendant quelques temps. Elles sont en train de les reconstituer. Bon. Et puis, vous citez Skripal, Poutine, par ailleurs, a un comportement d'autocrate. Nous ne sommes pas dans une démocratie, moins de prévention. Et donc, l'affaire Skripal ou les diverses affaires que la Russie, dont la Russie est responsable au cours des années, montrent qu'on n'est même pas dans des actions clandestines. En vérité, on est dans des démonstrations de force en disant je peux intervenir chez vous, je peux aller chercher chez vous quelqu'un qui vient de chez moi, voilà, j'irai le chercher jusque chez vous. Donc il n'y aura pas de refuge pour des opposants ou des traîtres ou des transfuges, ce qui est assez nouveau finalement, hein, cette espèce d'impudence qui est de dire, écoutez, moi les conventions, j'évoquais des conventions diplomatiques, etc., je m'en moque et donc j'irai chercher et je le montre. Merci Philippe Hayez pour tous ces éléments-là. J'aimerais, pour aller vers la fin, vous poser 2 questions traditionnelles. D'abord, qui souhaiteriez-vous voir assis à votre place dans ce format d'interview œil pour œil? Écoutez, si on reste dans le registre du renseignement, ce serait le soldat inconnu. C'est-à-dire que l'avis du renseignement, on a cité quelques noms, y compris de responsables, ce sont des anonymes, ce sont des femmes et des hommes, français ou autres, qui rentrent dans un service exigeant, celui de l'État, que vous n'aurez pas, qui ne se dévoileront pas, qui passent toute leur carrière à tenter de prévenir, de comprendre, d'expliquer, de communiquer vis-à-vis des autorités, et qui rendent un service ainsi discret, secret à notre pays. Voilà. Donc c'est ça la figure. La figure, c'est pas... le renseignement ne défile pas sur les Champs-Élysées, mais le quotidien des 10 000 fonctionnaires à peu près qui travaillent en France aujourd'hui dans le renseignement, c'est une communauté qui a grossi, est un quotidien qui est fait de modestie, d'exigence, de rigueur, sûrement d'imagination. Donc c'est avec lui qu'il faudrait un jour que vous puissiez, cette figure symbolique, vous entretenir. Avec un masque peut-être. Avec un masque, voilà, et des lunettes et une barbe. Pour finir, que vous évoque la phrase « trace tes contours » qui est le credo de notre média? Alors, c'est une phrase intéressante, elle est très, très, très complexe, elle peut avoir beaucoup d'interprétations. Je ne sais pas, où vous êtes sur une dimension individuelle, est-ce que pour une personne, qu'est-ce que ça veut dire, ou vous êtes sur un être collectif, par exemple une nation. Bon, si c'est une personne, trace des contours, c'est effectivement connaître ses limites, explorer, connaître ses limites, pour moi. Pour une collectivité, et accessoirement un État, puisque je m'intéresse plutôt aux États, les contours, ça s'appelle des frontières. Bon. Et donc, là, on est plus dans une autre vision. Enfin, ce que m'inspire cette phrase, c'est plutôt trace tes contours, c'est aussi explore tes frontières, défends tes frontières, identifie tes frontières. Or, les frontières ne sont pas simplement physiques et géographiques. Ce n'est pas le précaré français, ce n'est pas l'hexagone, c'est nos frontières intellectuelles, c'est les frontières de notre propriété économique, intellectuelle, c'est cela. Et donc, si on est encore dans ce registre de considérer ça du point de vue du renseignement, c'est d'être vigilant de bien identifier ces contours, qui peuvent s'appeler aussi des lignes rouges. Je reviens sur ce qui est admis et pas admis de nos partenaires, et c'est aux autorités de le définir. Il se passe beaucoup de choses en matière de renseignement, et ça restera, malgré les excellentes fictions que vous citiez, qui seront compliquées pendant des années encore à expliquer aux citoyens. Merci pour cette interview, Philippe Hayez, c'était très intéressant. Je vous en prie, j'étais heureux d'être avec vous.
J'espère que l'interview vous a plu également, que vous pourrez débattre dans les commentaires des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à la relayer et à la liker si elle vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un prochain numéro. Ciao.